J'ai essayé de préparer cette présentation avec des questions qui sont fréquemment posées. Et on va commencer par l'hypertension pulmonaire de l'enfant. Et j'ai prévu 4 questions, mais il pourrait y en avoir bien d'autres. Et si vous en avez, comme je vous l'ai déjà dit, j'y répondrai du mieux que je pourrai. La première question, c'est est-ce que l'hypertension pulmonaire est la même maladie que chez l'adulte? Et la réponse à ça, c'est oui, c'est grossièrement la même maladie que chez l'adulte, mais c'est une maladie qui est souvent plus sévère, en particulier quand elle se manifeste chez des très jeunes enfants. Et avant l'avènement des traitements de l'hypertension artérielle pulmonaire, les hypertensions artérielles pulmonaires de l'enfant avaient une survie qui était plus faible en termes de durée après le diagnostic que celle des adultes. Les choses ont bien changé aujourd'hui et ce sont des courbes que vous avez peut-être l'habitude de voir. C'est le nombre de patients qui restent vivants en fonction du temps. Et on voit qu'aujourd'hui, en gros, c'est autour de 75% des enfants qui ont des hypertensions pulmonaires, des hypertensions artérielles pulmonaires, sont toujours vivants, en tout cas n'ont pas été greffés ou n'ont pas eu ce qu'on appelle d'anastomose de Potts après 6 ou 7 ans en moyenne. On n'a aujourd'hui pas tellement de durée plus longue, même dans les grands registres internationaux, mais c'est pour vous montrer le progrès considérable, moins d'1 an de survie en moyenne, on va dire à la fin du siècle dernier, et en moyenne plus que 75% de survie à 8 ans, donc un progrès tout à fait considérable. Bien sûr, il y a des formes de l'hypertension pulmonaire de l'enfant qui sont réversibles, et on va en voir un exemple avec l'hypertension pulmonaire du nouveau-né. Et puis il y a des formes qui sont terribles, comme la maladie véno-occlusive, et c'est la courbe rose que vous voyez là, ces enfants-là ne peuvent pas survivre sans être greffés, exactement comme chez les adultes. Mais si on prend l'accolade rouge du milieu, la moyenne est celle que je vous ai dit. Professeur Bonnet, La définition... Vous m'entendez? Oui, On ne voit pas votre document. Oui. Ah, alors ça, moi, j'y peux rien parce qu'il est partagé. D'accord. Alors, on va essayer de... Là, vous le voyez ou pas? Là, oui. Là, c'est bon. D'accord. Donc, en fait, il ne faut pas que je me mette en plein écran. D'accord. Là, c'est bon, on voit. Parce qu'il m'avait dit de me mettre en plein écran, ce que j'avais fait. J'étais un bon petit soldat. En fait, là, ça va mieux? Oui. Là, c'est bon. Bon, bien. Donc, les courbes que je vous ai montrées précédemment, c'était pour vous montrer... je vous les ai commentés, mais c'est pour vous montrer aujourd'hui que beaucoup d'enfants en fait survivent pendant très longtemps sans être transplantés ou sans avoir de gestes complexes comme l'anastomose de Potts que je vous expliquerai brièvement tout à l'heure. Donc c'est la même maladie avec un pronostic qui s'est beaucoup amélioré comme chez l'adulte, et c'est la même définition de l'hypertension pulmonaire, c'est les mêmes chiffres, mais chez les enfants, et en particulier dans le domaine des malformations cardiaques, on parle des mêmes chiffres et de la même définition chez des enfants qui ont une circulation cardiaque physiologiquement normale. Ce qui n'est pas toujours le cas dans la spécialité de cardiologie congénitale, puisque les enfants ou des adultes, après, peuvent avoir des maladies cardiaques où il n'y a pas 2 ventricules, par exemple. Le deuxième problème, c'est l'âge. C'est que la définition de l'hypertension pulmonaire chez les tout petits enfants, c'est-à-dire avant l'âge de 3 mois, n'est pas si simple que ça, pour la bonne raison qu'on n'a pas beaucoup de cathétérismes cardiaques qui sont faits chez les enfants normaux. Donc on n'a pas de valeur normale, et surtout on ne se lance pas dans des cathétérismes cardiaques chez les tout petits, puisque dans la plupart des cas, on peut prendre des décisions par d'autres moyens. Donc voilà, c'est la même définition, avec quelques limites en termes d'âge et de physiologie. Alors ensuite, les causes de l'hypertension pulmonaire chez l'enfant, est-ce que c'est la même chose ou est-ce que c'est pas la même chose que chez l'adulte? Alors, vous connaissez, pour beaucoup d'entre vous, cette classification. En tout cas, j'imagine qu'elle a été montrée au début de cette séance, et puis elle date déjà de 2018. En fait, on va trouver des hypertensions pulmonaires de l'enfant dans la quasi-totalité des groupes de l'hypertension pulmonaire, mais ce qui va prédominer,
ce sont les hypertensions pulmonaires associées aux malformations cardiaques congénitales, la plupart d'entre elles étant réversibles quand la malformation aura été opérée. Les hypertensions pulmonaires qui sont liées à des maladies respiratoires ou à des mauvaises adaptations du nouveau-né. Et puis les hypertensions artérielles pulmonaires du groupe 1, qui sont donc dans la plupart des cas idiopathiques ou héritables, puisque les maladies qui donnent des hypertensions artérielles pulmonaires chez l'adulte, comme certaines maladies de système, n'existent que très peu chez les enfants. Et le groupe des hypertensions pulmonaires thromboemboliques n'existe quasiment pas. Donc, ce qu'on va observer, c'est les trois groupes que je vous montre là, hypertension pulmonaire du nouveau-né, et puis certaines maladies respiratoires, les malformations cardiaques et les HTAP idiopathiques. Les hypertensions pulmonaires du nouveau-né, c'est un sujet, on va dire, assez banal, ancien, mais qui a évolué d'une certaine façon ces dernières années, puisque normalement le fœtus ne respire pas, bien sûr, et ses poumons sont très constrictés, ses vaisseaux pulmonaires sont très vasoconstrictés, très fermés, et ce qui fait qu'il a une hypertension pulmonaire quand il est fœtus. Et quand le bébé naît, les vaisseaux pulmonaires s'ouvrent dès la première respiration et l'oxygénation, et la pression pulmonaire chute, les résistances pulmonaires s'effondrent, et le sang peut passer dans les poumons pour autoriser donc la respiration et le transfert d'oxygène et de gaz carbonique. De temps en temps, ce phénomène d'adaptation à la néonatale ne se fait pas suffisamment vite, et les enfants conservent l'hypertension pulmonaire du fœtus. Et le plus souvent, le temps les guérit. Bien sûr, le temps, et puis il faut s'en occuper, bien sûr, médicalement, mais le temps les guérit très vite, en quelques jours. Pourquoi je dis que le sujet a évolué? C'est parce que un certain nombre de gènes de l'hypertension pulmonaire qu'on retrouve chez l'adulte ont été associés à des hypertensions artérielles pulmonaires persistantes du nouveau-né qui n'évoluent pas aussi vite qu'elles le devraient. Et ce sont des situations rares, mais auxquelles nous sommes confrontés de temps en temps. Un bébé naît, il n'a aucune raison d'avoir de l'hypertension artérielle pulmonaire puisqu'il est né dans des bonnes conditions. Ses résistances pulmonaires ne baissent pas, et au bout de quelques jours, on est préoccupé parce qu'il n'évolue pas favorablement. Et dans nos pratiques, nous avons évolué, et pour ces enfants, nous les testons très fréquemment pour les gènes de l'hypertension artérielle pulmonaire héritable. Et nous en trouvons quelques-uns. Donc on fait quelques diagnostics néonataux d'hypertension artérielle pulmonaire héritable au décours de formes inhabituelles d'hypertension artérielle pulmonaire persistante du nouveau-né. Et on peut avoir aussi des anomalies radiologiques, des anomalies des pieds, comme vous voyez ici, qui vont nous donner des orientations spécifiques vers certains gènes. Si on continue avec les causes génétiques, ce sont les mêmes causes génétiques que chez l'adulte. C'est les mêmes gènes, avec les gènes qu'on appelle du groupe BMP1,2, TGF-bêta, qui sont les principaux. Des gènes qui font passer des ions, comme le potassium, par exemple, au travers des membranes cellulaires, ou bien les mêmes gènes que pour ceux qu'on peut voir pour la maladie veino-occlusive. Et puis, plus récemment, ceux que j'ai cités et qui sont intéressants parce qu'ils sont associés à des anomalies du développement du cœur et du poumon, les deux en même temps. Donc c'est ça qui va faire cette architecture de la génétique de l'hypertension artérielle pulmonaire héritable chez les enfants. Je vais ajouter cette petite diapositive qui peut vous paraître un peu compliquée, mais qui est intéressante dans le domaine de l'hypertension pulmonaire chez le petit enfant, puisque on retrouve effectivement les gènes de l'hypertension artérielle pulmonaire et du développement cardiaque que j'ai déjà cité tout à l'heure, mais il y a aussi d'autres maladies qui favorisent le développement de l'hypertension artérielle pulmonaire. Par exemple, la trisomie 21. Dans la trisomie 21, on sait que les vaisseaux pulmonaires des bébés qui naissent avec une trisomie 21 ne sont pas strictement normaux, en particulier ils sont plus rares, il y en a moins que chez les autres enfants, et ce qui fait que quand ils ont une malformation cardiaque qui donne de l'hypertension pulmonaire, eh bien celle-ci va apparaître plus tôt et être plus grave
chez un enfant qui aurait la même malformation mais pas de trisomie 21. Donc on peut considérer que le fait d'avoir une trisomie 21 est aussi un facteur de risque d'hypertension artérielle pulmonaire. Donc en gros, ce qu'on a appris ces dernières années, c'est qu'il y avait dans le domaine de l'hypertension pulmonaire du petit enfant un véritable chevauchement entre les anomalies de transition entre la vie utérine et la vie aérienne, le développement du poumon, le développement du cœur et les interactions avec les gènes de l'hypertension artérielle pulmonaire véritable. Donc les choses ont été rendues en apparence un peu plus complexes, mais surtout ça a expliqué un certain nombre de situations qu'on comprenait mal et qu'on comprend mieux aujourd'hui quand on est capable de manipuler ces différentes causes de façon simultanée. Donc, même cause génétique avec quelques particularités pour le développement pulmonaire et maladie véno-occlusive, c'est les mêmes gènes, sauf que la seule maladie véno-occlusive ou les principales et de très loin maladies véno-occlusives qu'on voit chez l'enfant, ce sont les formes héritables et non pas les formes secondaires qu'on peut voir dans certaines maladies de l'adulte, soit toxiques ou exogènes. Donc globalement, même cause, mais avec des vraies prédominances chez le nouveau-né dans les malformations cardiaques et des formes irritables, et même génétique, mais avec des chevauchements entre les groupes, on va dire, respiratoires, cardiaques et les HTAP. Troisième question, c'est est-ce qu'on fait le diagnostic de la même façon ? Alors le diagnostic, on le fait de la même façon en termes de suspicion diagnostique, c'est-à-dire que les symptômes, c'est souvent les mêmes que chez l'adulte, donc l'essoufflement, les syncopes sont plus fréquentes, la fatigabilité, l'errance diagnostique est souvent un peu plus courte que chez les adultes, et il y a une circonstance un peu nouvelle de diagnostic qui est celle du dépistage au sein des familles, puisque vous savez que le fait de connaître les gènes chez les adultes qui ont de l'hypertension pulmonaire conduit à faire examiner à la fois les ascendants et les descendants. Et quand dans les familles il y a des enfants de patients qui ont de l'hypertension artérielle pulmonaire ou de leurs apparentés très proches, eh bien on les examine et c'est une circonstance de diagnostic qui est devenue un peu plus fréquente ces dernières années. Donc la question essentielle chez l'enfant, puisque je pense que vous avez eu une conférence par Laurent Saval, ou alors elle a lieu en ce moment, je ne me souviens plus très bien des horaires, mais sur la façon de faire le diagnostic, la question essentielle chez l'enfant, c'est le cathétérisme cardiaque. Le cathétérisme cardiaque, c'est un examen qui est totalement indispensable au diagnostic pour plusieurs raisons. La première des raisons, c'est qu'il faut tester la vasoréactivité. Et vous savez qu'il y a des gens qui ont une hypertension pulmonaire, c'est-à-dire avec des chiffres élevés, comme je vous ai dit tout à l'heure, et puis quand on leur donne un gaz qui dilate les vaisseaux pulmonaires, la pression pulmonaire se normalise. C'est une petite proportion, vous voyez que c'est entre 5 et 10% des enfants qui ont ce type de profil de la circulation pulmonaire au moment du cathétérisme, mais c'est absolument fondamental de pouvoir décrire cette réactivité chez environ donc, 5 à 10% des enfants, puisque en leur donnant des médicaments qu'on appelle les inhibiteurs calciques, des calcium bloqueurs, eh bien, on va leur permettre d'avoir une pression pulmonaire normale et surtout une vie strictement normale. Et la plupart des enfants, la très très grande majorité des enfants qu'on suit avec ce type de profil sont devenus des adultes et n'ont jamais eu aucun événement cardiaque au cours de leur vie, aucun événement d'hospitalisation puisque tout est resté strictement normal. Donc c'est vraiment un objectif majeur. Le deuxième objectif du diagnostic de l'hypertension artérielle pulmonaire chez l'enfant, c'est bien sûr de savoir si on va trouver une cause curable ou améliorable. Et donc parmi les causes curables ou améliorables, même si je l'ai mis au milieu là, les malformations cardiaques sont bien sûr des causes d'hypertension pulmonaire qu'il faut rechercher de façon attentive et précise. En déployant tout l'arsenal de diagnostic que nous avons, puisque dans la plupart des cas, réparer cette malformation va conduire à une normalisation de la pression dans les poumons.
Plus rarement, on peut avoir des hypertensions pulmonaires qui sont liées à des maladies du foie. C'est pour ça qu'on fait des échographies du foie de façon systématique. Et puis, encore plus rarement, on va trouver des maladies inflammatoires comme le lupus, qu'on peut trouver chez l'adulte, mais la sclérodermie, on n'en voit pas. On va faire, bien sûr, ensuite, le diagnostic génétique. À partir de là, une fois qu'on a fait tous ces examens, c'est-à-dire, en gros, c'est un examen clinique, un électrocardiogramme, une échographie du cœur, une recherche d'anomalies du foie, un scanner pour voir s'il y a des anomalies dans le poumon, un bilan biologique inflammatoire, un cathétérisme cardiaque et de la génétique. Eh bien, on va avoir un diagnostic de cause qu'on va essayer d'approcher dans la plupart des cas, et on va pouvoir définir le traitement de l'hypertension pulmonaire avec des médicaments qui sont utilisables chez l'enfant pour la plupart des médicaments aujourd'hui disponibles chez l'adulte, mais peut-être pas la totalité, et avec des façons de l'utiliser qui sont un petit peu différentes. Les médicaments dont on dispose chez l'enfant, et aujourd'hui, ce sont les mêmes que ceux dont on dispose chez l'adulte, c'est-à-dire ces schémas-là, vous en avez peut-être vu d'autres, mais je pense que vous les connaissez. Ce sont les médicaments de la classe du bosantan, donc les antagonistes des récepteurs à l'endothéline. Et chez l'enfant, on a des comprimés chez les petits-enfants qui sont spécialement faits pour eux, qui sont des comprimés de bosantan à 32 mg qu'on peut couper en 4, ce qui permet d'adapter les doses aux petits-enfants. On a les médicaments de la classe du sildenafil et du tadalafil qui vont souvent être utilisés en combinaison avec le bosantan. On utilise peu le riociguate qui agit aussi sur le même système, on va dire, que le sildenafil et le tadalafil. Le sildenafil, c'est le Revasio. Et puis, on a ensuite les médicaments de la classe des prostacyclines, où on dispose de médicaments par voie intraveineuse et de médicaments par voie sous-cutanée, ainsi que d'essais thérapeutiques en cours avec le médicament qui s'appelle le Selexipag, qui va agir sur les récepteurs IP et qui est utilisé maintenant depuis un certain temps chez l'adulte, mais qui est toujours en essai thérapeutique chez l'enfant, même s'il commence à y avoir une expérience, on va dire, hors AMM, qui est assez connue. Alors, comment on va déployer ce type de traitement ? Eh bien, on a des algorithmes comme ça, donc vous en avez peut-être déjà vu, et on va suivre la flèche. Donc, l'ensemble des items est important. La première, c'est que quand on a une hypertension artérielle pulmonaire chez un enfant et qu'elle requiert un traitement médicamenteux, eh bien, il faut que ceci soit mis en place dans un centre expert. Aujourd'hui, il n'y a pas de vraie définition des centres experts en pédiatrie. On peut considérer que c'est un problème. Mais le centre expert, c'est le centre qui voit régulièrement des enfants qui ont de l'hypertension artérielle pulmonaire. En tout cas, on pourrait considérer que c'est comme ça. Et c'est, à mon avis, quelque chose qu'il faut que nous soyons à même de définir dans les prochaines années. On va voir si l'enfant a bien sûr besoin de traitements symptomatiques, comme du traitement diurétique, ce qui est très rare chez les enfants, sauf parfois au moment du diagnostic, quand ils arrivent dans des mauvaises conditions, on a besoin de leur donner des diurétiques, des médicaments qui soutiennent le cœur, de l'oxygène, mais dans la plupart des cas, les enfants n'ont aucun de ces traitements. Puis on fait la démarche diagnostique qui inclut le test de vasodilatation aiguë, et si ce test de vasodilatation aiguë montre que les vaisseaux se dilatent jusqu'à normaliser la pression artérielle pulmonaire, eh bien, on va leur donner des calcium bloqueurs. Donc, c'est des médicaments comme la nifedipine, la dalate, comme le tildiem, le diltiazem ou d'autres qui peuvent être utilisés. Et on va confirmer que cette réactivité se maintient avec le temps, et la flèche est dans la plupart des cas oui. Il est rare que cette réactivité disparaisse et qu'on soit obligé de changer de projet. Si ce test de vasodilatation aiguë est négatif, à ce moment-là, on va stratifier le risque
Et à stratifier le risque, ça veut dire on veut savoir si l'enfant est dans une situation de péril, pour dire les choses rapidement, si je peux m'exprimer comme ça, ou bien si on a fait juste le diagnostic d'une pression pulmonaire élevée, mais qui n'a aujourd'hui que peu ou pas de retentissement sur sa capacité fonctionnelle, sa croissance ou la fonction de son ventricule droit. Donc on est moins subtil que les adultes pour l'instant parce qu'il y a moins de patients. On n'est pas capable de dire qu'on est à haut risque, risque intermédiaire ou bas risque, voire à être en 4 catégories. On n'utilise que 2 catégories et je les ai listées ici pour dire qu'est-ce qu'on va faire au cours d'une consultation, à la fois de diagnostic et de suivi, et quels sont les éléments qu'on va utiliser pour définir le risque. Eh bien, ça reprend exactement les éléments de la démarche diagnostique. On va regarder si l'enfant souffre d'insuffisance cardiaque droite, et c'est en particulier ce qu'on appelle la classe fonctionnelle qu'on va retrouver ici. Est-ce qu'il joue, il fait du sport, ou est-ce qu'il joue à la récréation comme les autres enfants pour les plus petits, ou au contraire, est-ce qu'il est extrêmement fatigable pour des efforts de la vie quotidienne? On veut savoir si les symptômes progressent dans le bon sens ou dans le mauvais sens entre 2 consultations. On fait des tests de marche chez des enfants qui sont suffisamment grands et pour lesquels on a des valeurs normales qui nous permettent de les interpréter. On va regarder bien sûr la croissance, l'alimentation, pour savoir si elle est normale ou si les enfants ne grandissent et ne grossissent pas. Et puis ensuite, on va utiliser des paramètres classique, comme le NT-proBNP, qui, quand il s'élève, dit que le ventricule droit souffre, et donc il faut qu'il reste dans des valeurs normales, ou en tout cas son élévation est un signe d'alerte, et on va mesurer un certain nombre de paramètres de fonction du ventricule droit. Si le ventricule droit fonctionne bien, on est rassuré. S'il ne fonctionne pas bien, eh bien on est ennuyé et on doit discuter de modifier le traitement pour l'augmenter. Il y a un dernier point qui reste tout aussi polémique dans la communauté des gens qui s'occupent d'hypertension pulmonaire de l'enfant, ce qui est de savoir s'il faut faire des contrôles de cathétérisme cardiaque, puisque soumettre les enfants à des cathétérismes cardiaques répétés n'est peut-être pas souhaité. Ce qui apparaît aujourd'hui dans les travaux qui ont été faits récemment, et en particulier par notre équipe, c'est qu'il est souhaitable de faire des contrôles de cathétérisme cardiaque pour pouvoir ajuster au mieux le traitement, mais encore une fois, ceux-ci doivent être faits dans des centres experts et pour pouvoir être interprétés en totalité pour guider le traitement de façon optimale. Donc, quand on a stratifié le risque, on va se trouver chez des patients qui sont à bas risque. En gros, la plupart des signes qu'ils ont sont dans le vert, de ma diapositive précédente, et puis des patients qui sont à haut risque. La plupart des signes que j'ai décrits tout à l'heure sont dans le rouge, c'est-à-dire qu'ils sont fatigués, ils ont de l'insuffisance cardiaque, le NT-proBNP est élevé, l'échographie n'est pas bonne, et le cathétérisme cardiaque montre des chiffres préoccupants. Et donc, en fonction du type de risque, quand on est à bas risque aujourd'hui, dans la plupart des cas, on va donner des traitements par la bouche et on va associer un médicament comme le Bosantan avec un médicament comme le sildenafil ou le tadalafil. On donne dans la plupart des cas des traitements combinés oraux en première intention. Mais les monothérapies ne sont pas obligatoirement tellement différentes. Pour les patients qui sont à haut risque, on donne aujourd'hui des traitements triples qui vont associer des médicaments par la bouche et un médicament de la classe des prostacyclines, soit par voie intraveineuse, soit par voie sous-cutanée. Ça va être ça, la prise en charge thérapeutique. Donc c'est assez simple, bas risque, des comprimés, en combinaison le plus souvent, et haut risque, une thérapie triple d'emblée. Ou alors rapidement triple, c'est-à-dire on commence par les comprimés et quelques semaines après, on ajoute une prostacycline par voie intraveineuse ou par voie sous-cutanée. Ce qui va être important, c'est le fait de réévaluer de façon séquentielle les enfants pour gérer le traitement. Et le rythme de surveillance, il est variable. Et ce qui est recommandé, c'est quand même de surveiller les enfants au moins 2 fois par an, mais le plus souvent 3 ou 4 fois par an, quand ils ont des formes sévères, pour vérifier bien évidemment ils s'améliorent. Et pour ceux qui étaient dans des situations à bas risque au départ, pour vérifier qu'ils le restent. Donc on a des stratégies qui sont identiques.
Juste un petit mot sur les traitements par la prostacycline. Les traitements par la prostacycline, vous savez qu'il y a deux possibilités. Soit la voie sous-cutanée avec un médicament qui s'appelle treprostinil ou remodulin, soit la voie intraveineuse. En France, on n'utilise pas la voie inhalée aujourd'hui. Et donc, ces deux techniques ont leurs inconvénients propres. Je crois qu'il y a une présentation par les infirmières sur ce sujet-là. Qui est important, parce que bien sûr la gestion au quotidien de ces administrations par voie sous-cutanée ou intraveineuse, c'est ce qui pose vraiment le problème, des problèmes de tolérance locale, des problèmes infectieux, des problèmes d'accidents sur les cathéters qui peuvent se casser, et donc ce sont bien sûr des traitements compliqués. Donc s'ils fonctionnent, eh bien on est ravis, puisque les enfants sont fortement améliorés. Et je reviens à mon algorithme, si les traitements combinés triples ne fonctionnent pas, eh bien, on doit aller vers des thérapies plus agressives. Et celles-ci, ce sont au nombre de 3 aujourd'hui. Ce qu'on appelle la septostomie atriale, c'est faire un trou entre les oreillettes. Ça ne marche pas chez les enfants pour des raisons de physiologie compliquées que je vous expliquerai si vous le souhaitez, mais qui n'ont pas beaucoup d'intérêt, parce qu'il n'y a pas d'indication et pas d'application. Donc ça se fait quasiment jamais. L'anastomose de Potts et la transplantation pulmonaire. Donc si on commence par la transplantation pulmonaire, chez l'enfant, on en fait de façon relativement rare dans les centres de transplantation français. Mais c'est devenu la principale cause de transplantation bipulmonaire chez les enfants, puisque vous savez que beaucoup de maladies respiratoires, et au premier rang desquelles la mucoviscidose, n'ont plus besoin d'être greffées maintenant. En tout cas dans l'enfance, excusez-moi. Ce qui fait que c'est surtout des enfants qui ont des hypertensions pulmonaires ou d'autres maladies respiratoires plus rares qui sont transplantés. Donc l'accès est possible, l'attente peut être longue, et la transplantation pulmonaire chez l'enfant donne des résultats qui sont satisfaisants, mais qui restent tout de même limités en termes d'espérance de vie moyenne pour un certain nombre de ces enfants. L'alternative, on va dire, ou un autre choix possible est celui de l'anastomose de Potts. L'anastomose de Potts, c'est une idée que nous avons eue il y a maintenant bientôt 20 ans, enfin il y a 20 ans, qui était de transformer un enfant qui a une hypertension artérielle pulmonaire idiopathique, avec donc une maladie des petits vaisseaux pulmonaires, en une malformation cardiaque congénitale avec une physiologie qu'on reverra juste après, qui s'appelle la physiologie de Leisenmenger. Et donc l'idée, c'était de faire un trou, enfin de faire un trou chirurgical, bien sûr, entre l'artère du poumon gauche et la partie descendante de l'aorte, ce qui fait que, comme sur le schéma que vous voyez, le sang bleu va passer dans l'aorte descendante. Donc la partie haute du corps va être rose, donc les enfants n'auront pas de sensation de cyanose par ce qu'on appelle les chémorécepteurs qui sont situés dans les intercarotides, et le sang bleu va partir vers la partie inférieure du corps. Pour ça, ils font des conditions de pression qui sont très particulières, puisqu'il faut que la pression dans les poumons soit supérieure à la pression dans l'aorte, ce qu'on observe fréquemment chez les enfants, mais qui est beaucoup plus rare chez les adultes. Donc il faut des conditions de pression particulières. Donc tous les enfants ne sont pas éligibles à l'anastomose de Potts. Et bien sûr, cette opération chirurgicale comporte un risque opératoire immédiat qui n'est pas négligeable, qui est très nettement inférieur à celui de la transplantation, mais qui reste quand même non négligeable chez ces enfants qui sont en train de se détériorer pour une hypertension pulmonaire sévère. Néanmoins, l'expérience dans le monde de cette anastomose de Potts a grandi, et l'année dernière, enfin il y a maintenant 2 ans, on a pu rassembler 121 patients qui ont eu cette anastomose de Potts, 121 enfants. Je vous rappelle que ce sont des formes graves et allant s'aggravant d'hypertension artérielle pulmonaire qui devraient aller sur la liste de transplantation. La mortalité initiale était élevée, vous voyez, 15%, donc c'est une série mondiale. Mais à partir de cette série, on s'est rendu compte que la mortalité survenait essentiellement quand on faisait l'anastomose de Potts trop tard chez des enfants qui étaient déjà en défaillance cardiaque. Donc il faut savoir poser l'indication suffisamment tôt.
Et si c'est le cas, la mortalité est plutôt inférieure à 5%. L'autre information qu'on a eue de cette série internationale, c'est que l'amélioration chez les survivants est spectaculaire, puisque 90% d'entre eux répondent à ce geste, s'améliorent de façon considérable et ne reçoivent plus de prostacycline au bout d'un an. Et aujourd'hui, le plus vieux, ça fait 22 ans qu'il a eu une anastomose de Potts, il continue d'aller très bien. Et il y en a plusieurs dizaines chez nous qui vont très bien avec une anastomose de Potts, même si pour un 10% d'entre eux, le succès n'a pas été au bout de la route. Le dernier point là-dessus, c'est que ça ne coupe pas les ponts pour une transplantation pulmonaire, même si ça la rend un petit peu plus compliquée. Donc ça peut être, on va dire, une étape intermédiaire avant de greffer les poumons, puisque bien évidemment, le fait de construire cette anastomose chirurgicale ne guérit pas de l'hypertension pulmonaire comme le fait la transplantation. Voilà, si vous voulez, on peut s'arrêter avant de passer à la deuxième partie qui sera un peu plus courte sur l'hypertension pulmonaire des malformations cardiaques. Et je suis à votre disposition pour vous pour répondre à vos questions. Ou alors j'enchaîne et on fait les questions à la fin, c'est comme vous voulez. Je ne sais pas si vous... Il n'y a pas assez de temps, il faut poser une question. Oui, alors il nous reste combien de temps? Alors il nous reste à peu près 5-10 minutes, donc on va peut-être... je pensais que c'était 12h25, pardon. D'accord. Alors à ce moment-là, je vous parle rapidement des hypertensions pulmonaires, des malformations. Il y a peut-être des gens que ça concerne dans la salle, mais je n'ai pas beaucoup de choses à vous dire dessus, et puis ensuite répondre aux questions. D'accord. Donc très rapidement, quand on parle d'hypertension pulmonaire des malformations cardiaques, ce qui est vu du côté des adultes, on va dire, ce sont les hypertensions pulmonaires qui viennent compliquer la présence de trous entre les cavités du cœur, c'est-à-dire des communications interventriculaires ou communications interauriculaires. Donc c'est extrêmement limité, mais dans le domaine de l'enfant, c'est un sujet beaucoup plus compliqué que cela, puisqu'il y a, et je passe rapidement, certes, ces trous, CIA, CIV, canal atrioventriculaire, qui vont donner des hypertensions pulmonaires, mais il y a bien d'autres anomalies, des anomalies des veines pulmonaires, des anomalies des artères pulmonaires qui sont mal formées, qui sont rétrécies. Et puis, il y a tout le problème de l'hypertension pulmonaire des patients qui n'ont jamais eu de trou entre les cavités cardiaques ou des patients qui ont, comme je le disais tout à l'heure, une physiologie avec un seul ventricule. Donc, quand on parle d'hypertension pulmonaire, des cardiopathies congénitales dans la classification que je vous ai montrée tout à l'heure, c'est vraiment un sujet extrêmement étroit et tout le reste est mis de côté parce qu'il ne concerne pas encore une population adulte importante, mais ça va venir puisque la plupart de ces patients survivent jusqu'à l'âge adulte sans problème. C'est 95% de survie pour les malformations cardiaques jusqu'à l'âge de 18 ans. Donc on va voir arriver cette population. Donc, je vais passer là-dessus. Le syndrome qu'est-ce que c'est que le syndrome d'Eisenmenger? Puisque, en gros, l'hypertension pulmonaire des cardiopathies congénitales dans le monde adulte, c'est surtout le syndrome d'Eisenmenger. Donc, le syndrome d'Eisenmenger, c'est en fait l'évolution ultime du passage de sang rouge au travers d'un trou vers les poumons. Si on prend ici une communication interventriculaire, au début de la vie, les poumons se laissent remplir, comme je vous ai dit, après qu'on soit né, les poumons sont ouverts et donc on a un passage de sang rouge depuis le ventricule gauche vers le ventricule droit et l'artère pulmonaire qui va surcharger le cœur, qui va donner de l'essoufflement au bébé et c'est ce qui va permettre de faire le diagnostic et de décider de fermer chirurgicalement le trou. Si on ne le fait pas, pour de multiples raisons, soit qu'on ne puisse pas le faire pour des raisons d'anatomie, parce qu'il y a trop de trous par exemple, ou qu'on vit dans un pays où il n'y a pas de chirurgie cardiaque, eh bien les choses vont s'améliorer initialement puisque les vaisseaux pulmonaires vont se remodeler, ils vont devenir musclés et le sang ne va plus passer dans les poumons. Ça va conduire à une amélioration clinique importante, les enfants vont aller beaucoup mieux, généralement vers l'âge d'entre 6 mois et 2 ans. Et ceci est très inquiétant parce qu'ils vont beaucoup mieux parce que leurs vaisseaux pulmonaires sont en train de se fermer. Et donc il n'y a plus de sang qui va dans les poumons, enfin plus en tout cas, plus suffisamment pour les essouffler. Et ce processus va devenir irréversible et aboutir à une maladie des vaisseaux pulmonaires qui va fermer encore plus les petites artères,
Et à ce moment-là, la pression et les résistances dans les poumons vont devenir supérieures à celles de l'aorte et le passage de sang va se faire à l'envers et le patient va devenir cyanosé puisque l'aorte va se colorer en violet. Donc le syndrome d'Eisenmenger, c'est quand on est arrivé à ce stade où bien évidemment il n'est pas question de fermer le trou qui fait une soupape, mais la maladie va être évolutive comme une hypertension artérielle pulmonaire idiopathique. Donc ça, c'est ça le syndrome d'Eisenmenger. En France, la population de patients qui a un syndrome d'Eisenmenger devient toute petite, puisque la plupart des patients sont opérés. Ce n'est pas vrai, bien sûr, dans les pays qui n'ont pas les mêmes ressources en termes de chirurgie cardiaque, mais en France, moi, ça fait bien longtemps que je n'ai pas vu un Eisenmenger. Je pense que le dernier patient Eisenmenger que j'ai vu né sur le territoire français, donc avec cette évolution-là, ça date déjà d'il y a 6-7 ans. Donc on n'en voit quasiment jamais. Quand on répare des malformations cardiaques, il y a des patients qui, dans la plupart des cas, vont avoir une pression qui va être normale quand on va fermer le trou. Et puis, il y a un tout petit nombre de patients qui vont avoir une hypertension pulmonaire irréversible après la fermeture du trou. Et ces dernières années, on a aussi pu montrer que ces patients qui avaient été opérés dans les temps, avec un très bon résultat, et initialement, avaient très souvent des mutations dans les gènes dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc c'est la conjonction entre malformation cardiaque et anomalie génétique de l'hypertension artérielle pulmonaire qui va conduire au développement indu, c'est-à-dire on n'aurait pas dû avoir d'hypertension pulmonaire, développement indu d'une hypertension artérielle pulmonaire après réparation dans les temps et bien faite d'une malformation cardiaque congénitale. Est-ce que le traitement est le même ? Le traitement, et je vais terminer juste là-dessus, oui, le traitement des hypertensions artérielles pulmonaires de type Eisenmenger, c'est le même que celui de l'hypertension artérielle pulmonaire idiopathique, avec des petites subtilités sur ce qu'on appelle la stratification du risque, c'est-à-dire est-ce qu'on est dans la zone verte ou dans la zone rouge. Et ce qu'on sait, c'est que les patients bénéficient du traitement, c'est-à-dire que ceux qui ont des traitements de l'hypertension artérielle pulmonaire vont aller mieux et avoir moins de complications que ceux qui n'en reçoivent pas. Donc là aussi, ces patients doivent être pris en charge dans des centres experts. Mais un des problèmes des hypertensions pulmonaires associées aux malformations cardiaques congénitales, c'est que les patients sont cyanosés, puisque comme vous l'avez vu, le sang va du mauvais côté, le sang bleu va du mauvais côté, et ceci va donner lieu à de nombreuses complications extracardiaques, avec des thromboses, des risques infectieux, des lithiases biliaires, des lithiases urinaires, une fatigabilité, une atteinte de la fonction rénale, un risque d'accident vasculaire cérébral. Donc il y a beaucoup d'autres choses qu'il faut prendre en charge qui sont liées à cette cyanose chronique et à l'hyperviscosité. Et je termine par un petit message qui reste un grand message de prévention. C'est que quand on a une hypertension artérielle pulmonaire associée à une cardiopathie congénitale, et c'est vrai aussi pour une hypertension artérielle pulmonaire non associée à une cardiopathie congénitale, la grossesse est une situation à très haut risque. Pendant un temps, les gens ont pensé que le fait d'avoir une soupape sous la forme d'un trou à l'intérieur du cœur était préventif des risques liés à la grossesse, et ce n'est pas du tout le cas. La mortalité, même si elle a diminué entre les années 70-80 et le début de ce siècle, la mortalité reste très importante chez les femmes qui sont enceintes avec un syndrome d'Eisenmenger, et les mêmes recommandations sont à suivre que celles qui sont données aux femmes qui ont des hypertensions artérielles pulmonaires idiopathiques.